Et comme objectif, trouver des mécanismes d'accompagnement. La journée mondiale de la drépanocytose célébrée ce vendredi 19 juin à travers le monde. Aucune manifestation officielle. Toutefois, notre rédaction jettera un regard sur la situation actuelle de cette pandémie dans notre pays. Fin de stage de la 42e promotion d'officiers de police judiciaire. Après 11 mois, 153 stagiaires ont vu leurs efforts récompensés par des médailles d'honneur. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne, Madame, Messieurs. Bonsoir à toutes et à tous, votre 20h. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience le ministre d'État, ministre en charge de la communication et de l'économie numérique. C'était ce matin au palais du bord de mer. Les deux personnalités ont évoqué des sujets d'actualité de ce département ministériel et également la fibre optique, en particulier presse présidentielle. Les technologies de l'information et de la communication au centre des échanges entre le président de la République Ali Bongo Ondimba et son hôte, Edgar Anissé Mboumbou Miyako. Les deux personnalités ont évoqué le potentiel du secteur numérique au Gabon en mettant en lumière la livraison de la prochaine infrastructure de la fibre optique dénommée CAB 4+. Nous avons donc échangé pendant de longues minutes avec le président. De nombreux sujets ont été évoqués, en particulier la livraison future de la prochaine infrastructure de la fibre optique qui va être livrée dans quelques jours au Gabon, qui a été appelée CAB 4+. Le tour d'actualité de ce département ministériel a permis d'envisager de nouveaux champs d'action pour un développement durable. Les perspectives sont nombreuses. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ce secteur soit un peu plus connu du public. Les efforts qui sont déployés dans ce secteur sont importants pour permettre justement à nos concitoyens d'avoir une fibre optique, donc une bande passante au niveau d'Internet qui soit très fluide. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs peuvent se réjouir de la qualité de notre bande passante dans notre pays. Le projet CAB 4+, est un chantier de 528 km de fibre optique reliant la province de Logo-Ivindo à la province de Walantem. L'exécution de cette phase prévoit l'interconnexion du Gabon et du Cameroun à la frontière des Bourreaux, du Gabon et de la Guinée équatoriale au niveau de Meyoki. À la primature, le chef du gouvernement, Julien Kogue-Bekale, a lui dirigé une séance de travail en présence des ministres du Commerce, de la Santé, de l'Emploi ainsi que les responsables du COPIL. Objectif, examiner le plan de reprise des activités commerciales. Le point avec Andinel Toumi. Réfléchir sur le plan d'ouverture des activités commerciales et touristiques à travers un guide sectoriel adapté au menu de cette rencontre dirigée par le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogue-Bekale. Tous les ministères directement concernés par la question de la reprise des activités commerciales y prennent part à la présente séance de travail. Nous allons procéder dans un délai qui sera communiqué très bientôt aux autorisations spéciales d'ouverture, mais le temps de l'adaptation. Parce que comme vous comprenez, c'est d'abord une question sanitaire. Il ne s'agit pas de prendre des mesures précipitées. Ce sont des mesures qui sont prises sur instruction d'ailleurs du Premier ministre pour essayer de soulager l'économie, mais à condition que les entreprises qui bénéficieront de ces autorisations aient investi dans leur propre capacité à s'adapter, à mettre en œuvre les mesures barrières. Donc dans les tout prochains jours, nous allons rendre publics les guides sectoriels qui ont été élaborés et validés par le comité technique et le comité scientifique. Et une fois que ces entreprises-là, notamment les restaurateurs et autres, se sont adaptés, c'est à eux maintenant, une fois qu'ils se sont adaptés, ils nous le feront savoir, nous le contrôlerons, et une fois que ça sera fait, nous autoriserons l'ouverture. Le ministre du Commerce a exposé le plan de relance des activités qui prévoit la mise en place d'une commission chargée de délivrer des autorisations d'ouverture pour les commerces qui garantissent la sécurité sanitaire des clients. Et pour le ministre de l'Emploi, un accent sera mis sur le respect et la garantie d'un environnement sain à tous les employés et usagers, conformément au Code du travail en vigueur. Et puis le ministre de la décentralisation, ce matin au palais Omar Bongo, au siège du Sénat, il est allé présenter et défendre le projet de loi fixant les modalités de transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. Détails et explications avec nos confrères de la presse du Sénat. Le débat sur la décentralisation relancé au Parlement Bongo Ondimba du Sénat. C'était à l'occasion de l'audition du ministre de la décentralisation
par les sénateurs membres de la commission de loi sur le projet de loi fixant les modalités de transfert de compétences de l'État aux collectivités locales. Ce projet de loi vient en application des dispositions des articles 209 et suivant la loi organique relative à la décentralisation qui fixe les principes de répartition et de transfert de compétences de l'État aux collectivités locales. D'entrée de jeu, Mathias Otunga Osibadio pose les bases du dit projet de loi. La décentralisation consiste en un transfert de compétences de l'État central vers les collectivités locales. Nous visons par là un développement national qui concourrait à la promotion de la démocratie locale, à la participation des citoyens à la prise de décision. Ce projet de loi est en quelque sorte un acte de reconnaissance qui va rendre effective la loi sur la décentralisation adoptée depuis le 15 juin 2015. Plusieurs décrets d'application ont été initiés tant sur le mode de financement que sur le transfert des ressources humaines. Nous avons fait aboutir un certain nombre de documents, certains étaient déjà en préparation, d'autres l'ont été faits. Nous avons d'abord adopté un décret portant création du fonds de péréquation des collectivités locales. C'est l'instrument que la loi organique a prévu pour le financement de la décentralisation. Concernés au premier plan, les vénérables sénateurs ont souhaité, de tous les mots et de tous les vœux, l'effectivité de la décentralisation qui tarde à aboutir. Ils ont donc saisi cette occasion pour poser les problèmes de base liés entre autres au transfert des ressources humaines, au mode de financement et au fonds d'initiative départementale. Et pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances a lui été auditionné ce matin du côté de l'Assemblée nationale par les honorables députés membres de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. Au menu des échanges entre Jean-Marie Ogandaga et les élus du peuple, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Le reportage de nos confrères de l'Assemblée nationale. C'est conformément aux dispositions combinées des articles 47 de la Constitution et de 14 à 16 de la loi organique relative aux lois de finances et à l'exécution du budget que le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, est venu soumettre à l'appréciation des honorables députés membres de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Un projet de loi qui intervient dans un contexte particulièrement difficile marqué par la propagation de la Covid-19 au niveau mondial. Les ressources mobilisées s'établissent à 446,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 20,6%, contre un niveau total de charges de 350,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 18,2%. Sur cette base, le projet de budget élaboré est équilibré en ressources et en charges à 3047,1 milliards de francs CFA contre 3300,7 milliards de francs CFA dans la loi des finances initiale, soit une baisse de 9% correspondant à 283,6 milliards de francs CFA. Au-delà du fait que les projections de dépenses budgétaires de l'État visent à poursuivre le renforcement des services sociaux de base au profit des couches les plus vulnérables, tout en favorisant la relance des activités économiques et le maintien de l'emploi dans ce contexte particulier, les honorables députés ont tout de même relevé plusieurs incohérences à ce projet de loi. Nous avons noté le fait que les contributions de la CAC pour le Gabon sont en baisse. Or, les contributions de la CEMAC sont en augmentation. Et là, il se pose problème parce que le Gabon porte le leadership au niveau de la CAC. À noter que dans les réajustements qui seront effectués, le secteur santé aura une dotation spéciale afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Et puis, le bureau régional UNESCO Afrique centrale a organisé ce vendredi 19 juin 2020 une visioconférence webinaire sur la résilience des artistes et acteurs culturels face aux crises en Afrique centrale. L'objectif était de réfléchir sur des mécanismes visant à accompagner les artistes et acteurs du monde culturel face à la crise sanitaire. Le reportage de Andy Tungi et Lustève Mukui, Gérard Magnagna pour les images. L'économie considérable du Covid-19 sur le secteur de la culture n'est pas sans conséquences. C'est pourquoi le bureau régional UNESCO Afrique centrale organise cette visioconférence webinaire pour tenter de trouver des solutions aux conditions actuelles des acteurs du monde culturel. Le Cameroun reste très sensible aux efforts d'accompagnement multiforme que l'UNESCO marque à son égard. À propos du fonds d'urgence accordé aux interventions sur certains musées et sites dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'extrême Nord. Les mêmes appuis destinés à l'élaboration du dossier de proposition d'inscription
du paysage culturel de Diguit-Bi sur la liste du patrimoine mondial. Le ministre de la Culture et des Arts du Gabon, par ailleurs président du Conseil des ministres de la Culture de la CEAC, met l'accent sur la communication pour propulser la culture à un niveau raisonnable. Le sort des acteurs culturels est ici notre préoccupation première et interpelle à plus d'un titre le Conseil des ministres de la Culture de la CEAC et particulièrement le gouvernement gabonais que j'ai la charge de représenter ici en ma qualité de ministre de la Culture et des Arts. Nous devrions pouvoir mutualiser nos efforts afin de pouvoir permettre aux différents responsables que nous sommes de profiter des expériences qui ont été menées ici et là, afin que la culture, comme nous le souhaitons, puisse se mettre debout et participer à la vie de nos différents pays respectifs. Des propositions d'action concrètes pour soutenir le milieu culturel et créatif pendant cette crise et renforcer l'action des artistes face au Covid-19 a marqué cette réunion sous-régionale. Et puis dans le cadre de son projet, les laboratoires Covid-19, eh bien le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre organise une série de webinaires sur l'Afrique dans les temps de pandémie. En lieu et place de Patrick Mugiama Daouda, ministre de l'Éducation nationale, eh bien c'est Yolande Nyonda, ministre déléguée, qui a donc pris part aux échanges. Lariska Laure Mamengi, Bertrand Oussaga pour Le Point. Cette deuxième webinaire qui réunit régulièrement les intellectuels multisectoriels de la sous-région Afrique de l'Ouest et du Centre a pour objectif principal de poursuivre et d'approfondir la réflexion africaine pluridisciplinaire et prospective sur l'impact de la crise multidimensionnelle de la Covid-19 et les actions à prendre en vue de mieux asseoir les politiques et les pratiques publiques sur l'évidence scientifique. L'UNESCO a organisé cet après-midi un webinaire sur le thème « Penser l'Afrique après la Covid-19 ». Et notre pays a co-présidé la cérémonie d'ouverture. Donc, au nom du professeur Patrick Mugiama Daouda, j'ai prononcé le discours d'ouverture. Pour la ministre déléguée à l'Éducation, Yolande Nyonda, l'expérience du Gabon dans cette pandémie a révélé la fracture numérique, le déséquilibre entre les zones rurales et les zones urbaines en matière d'équipement numérique et de familiarisation avec l'outil informatique. Le ministère de l'Éducation nationale, afin de maintenir le lien avec les apprenants, a bel et bien mis en place le téléenseignement. Cependant, faute de couverture numérique sur l'ensemble du territoire, les apprenants de l'arrière-pays, certaines localités de l'arrière-pays, n'ont pas pu bénéficier de la continuité pédagogique. Le défi pour l'éducation nationale est de permettre la vulgarisation d'Internet dans les établissements scolaires. Parce que plus que jamais, le téléenseignement n'est plus une option, mais devient un complément à l'enseignement présentiel traditionnel. Une expérience qui devra amener les autorités du pays à repenser, voire adapter le système éducatif aux exigences du moment. Et puis concernant les activités au ministère des Eaux et Forêts, notez que le ministre délégué au ministère des Eaux et Forêts, Oswald Séverin Mayounou, était donc du côté d'Ovendo, visiter le site unique d'importance de bois transformé. Cette descente sur le terrain avait pour objectif le maintien des activités forêt-bois et informer également les opérateurs économiques des mesures préventives édictées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19 et le contrôle des flux de bois transformés en circulation. Pour argumenter tout ça, vous aurez quelques images au cours de notre édition d'information de 23h. Les Librevillois ont vu leurs habitudes de vie être rythmées par les effets du couvre-feu en cette période de lutte contre la Covid-19. Cependant, plusieurs de nos concitoyens rentrent chez eux autour de 18h et à cette heure fatidique. Certains se bousculent pour avoir un clan d'eau ou font l'autostop pour obtenir la faveur d'un automobiliste sur place dans les rues de Libreville. Henrik Bokoko et Victor Mundunga. L'heure du couvre-feu approche et les grandes artères de Libreville se vident peu à peu. Sur le bord de mer, tout comme sur la voie express, les retardataires appuient sur l'accélérateur afin de franchir les lieux des checkpoints avant que les forces de l'ordre ne viennent ériger leurs barricades. À côté de ces automobilistes, les piétons, parfois surpris par le déroulement rapide de la journée, vont à l'assaut des derniers clans d'eau. Les mesures sont bonnes, mais qu'on essaie d'alléger aussi les populations. On ne peut pas courir. Si on mettait le couvre-feu à 19h30, 20h, les gens termineront de faire leurs courses et rentrer plus paisiblement chez eux. Il y a ceux qui sortent du boulot aux mêmes heures que moi, donc je suis là sous l'échangeur du charbonnage.
Donc j'attends, je fais l'autostop avec des particuliers. D'autres bénéficient parfois de l'élan de générosité manifesté par certains particuliers. À pareil moment, les bus de la Transurbe ont déjà bouclé leur journée de travail. Ces Librevillois sont parfois obligés de miser pour avoir l'ultime occasion. Depuis 17 h, on peut se mettre là pour attendre le taxi, mais c'est la proposition, c'est la mise maintenant qui joue le rôle envers le taximan. Si toi tu mises 300 et quelqu'un mise 500, le taximan prend celui qui mise 500. Le décor est identique chaque début de soirée. Vous le voyez derrière moi, les automobilistes prennent la trajectoire de leur domicile. Cela dit, le respect du couvre-feu reste perceptible. Ici, à l'échangeur de Nzengayon pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Voilà, Henrik Bokoko et Victor Mundunga qui sont en train de regagner justement la base, donc Gabon Télévision. Et pendant ce temps, le monde entier célèbre la journée internationale de la drépanocytose ce vendredi 19 juin 2020. Aucune manifestation à ce sujet, mais la rédaction de Gabon Télévision a jeté ou jette un regard sur la situation actuelle de cette pandémie dans notre pays. Césarine Andem, Michel John Boudégan. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est passée sous silence cette année. Un silence dû à la pandémie du coronavirus qui fait des ravages dans le monde. La drépanocytose, maladie génétique la plus répandue, elle touche environ plus de 150 millions de personnes. Elle est caractérisée par l'altération de l'hémoglobine, des globules rouges, la protéine assurant le transport de l'oxygène dans le sang. Au Gabon, 25% de la population est porteuse du gène de la drépanocytose. Une maladie qui est grave, c'est une maladie de santé publique et donc pour laquelle l'État normalement devrait faire des efforts pour sa prise en charge. Cette maladie génétique se manifeste par des douleurs atroces. Malgré les recherches approfondies par certains chercheurs, aucun traitement spécifique n'est prescrit aux patients atteints de cette pathologie. C'est une maladie de douleur. Les enfants souffrent, ainsi que les adultes souffrent de douleurs que nous pouvons avoir dans plusieurs parties du corps. Profitant de cette journée commémorative, les professionnels de la santé sollicitent l'apport de l'État pour l'ouverture d'une structure sanitaire spéciale dédiée aux drépanocytaires. Voilà, vous l'avez entendu, hein, une maladie de douleur. La grossesse, chez certaines femmes, peut avoir des complications, mais chez la femme drépanocytaire, ces complications sont énormes et peuvent parfois entraîner la mort si les traitements ne sont pas prescrits pour atténuer les dégâts. Plus de détails avec Betty Anzembe et Michel John Boudégan. Chez la femme enceinte, porteuse du gène de la drépanocytose, les complications sont plus importantes que celles d'un simple malade. Pour la plupart, si le taux d'hémoglobine n'est pas régulièrement contrôlé afin d'oxygéner le fœtus, la grossesse pourrait ne pas arriver à terme. Si l'enfant se développe jusqu'à terme et qu'il ait des problèmes d'insuffisance d'oxygène, l'enfant aussi peut mourir, comme je l'ai dit tantôt, in utero. Durant les 9 mois au cours desquels le fœtus se développe, la future maman le passe avec beaucoup de douleur et fait des crises à répétition. Une prise en charge est donc faite pour atténuer les risques de mortalité. Nous avons le gynécologue qui suit le drépanocytaire. Nous avons aussi le médecin hématologue qui suit le drépanocytaire. Donc, cette association de médecins et même de psychologues permet à la femme drépanocytaire de pouvoir bien gérer sa grossesse. Chez le bébé atteint de cette pathologie, une bonne hygiène et un suivi médical permanent sont des éléments fondamentaux pour sa croissance. Il faut vacciner les enfants. Il faut que les enfants dorment dans des moustiquaires imprégnés. Il faut mettre des enfants sous antibiotiques pour prévenir contre les infections. Il faut donner des médicaments aussi pour éviter la falsiformation. Il est donc conseillé aux couples désireux d'avoir des enfants de connaître leur statut électrophorétique au risque de toujours avoir une progéniture ayant une électrophorèse AS ou SS.
Et puis dans l'actualité également, cette soutenance de thèse doctorale par visioconférence ce matin à l'université Omar Bongo de Libreville et Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Mademoiselle Gour Loubinoué Julia Flore, de nationalité ivoirienne, aura défendu avec dévouement un travail de recherche minutieusement fouillé pendant des années dans la ville de Ntoum au Gabon et également en Côte d'Ivoire, cela sur la sécurité alimentaire. Le reportage de Frédéric Yenda Moukoula et Michel John Boudégan. Général stipule que la commercialisation... Les jurys des deux pays ont décerné à l'impétrant la mention très honorable avec félicitations au regard de la qualité de la démarche épistémologique effectuée par l'ivoirienne Juliana Flore Loubinoué. La thèse, on a constaté qu'au niveau des villes moyennes en Afrique, il y a ce problème qui se pose avec beaucoup d'acuité. Les commerçants, les producteurs du vivrier agricole, lorsqu'ils produisent, au lieu d'alimenter le marché local, préfèrent alimenter pour des questions de rentabilité le marché lointain. Un travail qui pourrait inspirer les administrations des deux pays. Un travail qui va aider, n'est-ce pas, dans la prise de décision au niveau de la mairie de Ntoum, au niveau de la ville de Sinfra en Côte d'Ivoire. Et ça permet à nos deux pays, aux étudiants, de mieux se connaître. Cette thèse de doctorat demeure sans doute d'actualité futuriste. Actuelle parce qu'elle présente les points de force et de faiblesse de la production et de la distribution des produits alimentaires. Cette étude est futuriste parce que, effectivement, elle est en train de décrire la dialectique du centre et de la périphérie. La thématique relative à l'organisation spatiale de la distribution des produits vivriers participerait certainement davantage à une meilleure prise en compte des politiques liées à la sécurité alimentaire dans les deux États africains. Et puis parlons de sécurité nationale avec la 42e promotion du stage d'officier de police judiciaire, célébrée dans un contexte de sobre, fortement impacté par la crise sanitaire. 153 stagiaires ont vu leurs 11 mois de formation récompensés par des médailles d'honneur. Le compte-rendu de Yannick Menga et Gérard Magnagna. Rehaussée par la présence du procureur de la République, cette cérémonie marque la fin du calendrier de formation académique 2019-2020 de l'école de gendarmerie nationale. Il s'agit de la 42e promotion du stage d'officier de police judiciaire et de brevet d'armes du premier degré, composée de 153 stagiaires qui, 11 mois durant, ont perfectionné les acquis dans le cadre de la formation du comportement militaire, également formés aux missions opérationnelles pour faire face aux situations de crise. Ces OPJ ont, par leurs résultats, fait la fierté de leurs formateurs. Les enseignements que vous avez reçus, tant dans les domaines judiciaires, tactiques, techniques, que dans le domaine du maintien et le rétablissement de l'ordre, ont fortement été enrichis par vos multiples expériences sur le terrain dans le cadre de la sécurisation du Grand Libreville. Jeunes cadres, votre capacité d'analyse des situations, votre sens de l'ouverture et la mise en pratique des acquis résultant de votre formation devront plus que jamais être mis à contribution ou mieux devenir des réflexes. Sachez que la qualité d'OPJ que vous aurez ne sera pas seulement de contraindre, elle devra permettre aux individus de vivre dans un cadre sécurisé et d'éviter la loi du plus fort. Ces hommes et femmes médaillés d'honneur sont à présent des directeurs d'enquête. Cela implique une lourde responsabilité morale et une éthique sans faille, afin d'assurer la sécurité et l'ordre sur le territoire gabonais. Voilà, sécurité et insécurité se côtoient et l'insécurité on lutte contre, notamment dans la capitale économique, avec encore un nouveau coup de filet réalisé par les éléments de l'antenne provinciale de police judiciaire. Marius Nonda pour le point. Voici les auteurs présumés de la nouvelle vague de vols avec effraction commis dans la période du 23 mai au 10 juin dans les différents quartiers de la capitale économique. À leurs pieds, un impressionnant arsenal utilisé pour détrousser les paisibles citoyens ou forcer les serrures. Au nombre des casses, une agence Airtel Money avec un coffre contenant près de 2 millions de francs CFA. J'ai une bande, c'est nous qui effectuons ça dans la ville de Port. Notamment les cassages de certains magasins et le vol des véhicules. Le vol du coffre, il y avait 1 million dedans, 1 million et plus sur un temps. L'argent, j'ai couvert avec ça, moi personnellement. On a cassé plusieurs magasins. On a pris des téléphones, de la nourriture,
les complacements et les draps. Nous étions à 4. Pour quelques victimes croisées dans les locaux de l'antenne de police judiciaire, c'est un soulagement. Ils m'ont volé mon coffre avec une somme de 2 300 000. Et dans le coffre, j'y avais un ordinateur portable et quasiment 4 téléphones qui me permettaient de travailler. Et je suis satisfait aujourd'hui de savoir que la PJ a fait son travail comme il se doit. Je me suis rendu sur les lieux le matin et effectivement j'ai trouvé tout était cassé. J'ai trouvé la paperasse était au sol. Ils m'ont pris l'écran de l'ordinateur. Ils m'ont pris le ventilateur avec beaucoup d'accessoires que je ne peux pas citer. Un nouveau coup de filet de l'antenne de police judiciaire de Port-Gentil qui vient ramener la quiétude auprès des populations. Voilà, et puis le comité provincial des prix de la concurrence et de la consommation vient de se réunir à Franceville. Objectif, mettre en exécution les opérations du ministère de l'économie et des finances. Le compte-rendu de Jean Romano Loubalouba et Fabrice Lemumba. Cette réunion regroupant responsables administratifs, civils et militaires, opérateurs économiques, avait pour objectif principal la mise en place de la mercuriale des 58 produits alimentaires importés de première nécessité au régime de blocage et de liberté contrôlée des prix pour les villes de Franceville et Mwanda. En lieu et place du gouverneur du Haut-Ogooué, président du comité empêché, c'est le maire de la commune de Franceville qui a présidé la rencontre. Depuis quelques années, il a été constaté avec le plus grand regret la flambée des prix sur le marché. Cette situation n'a pas épargné notre province. De ce fait, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba et le gouvernement ont mis en place une batterie de mesures pour endiguer ce phénomène. Précisons qu'il s'agissait d'un conclave organisé dans le cadre d'un suivi réel des mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre la vie chère au Gabon. Une mesure suivie par la direction provinciale de la concurrence et de la consommation pour le Haut-Ogooué. C'est en application des dispositions de l'arrêté 140 du ministère de l'économie et des finances du 14 août 2012 portant création des comités provinciaux des prix de la concurrence et de la consommation que nous sommes réunis en séjour dans cette salle polyvalente de la mairie de Franceville. Au thème de la réunion, les équipes de la direction provinciale de la concurrence et de la consommation se sont déployées sur le terrain pour l'affichage des tableaux sur lesquels sont mentionnés les prix des produits homologués par les autorités de tutelle. Pour la boucle, la suite des réactions suite au décès de l'ancien Premier ministre Emmanuel Issoze Ngonde le 11 juin dernier. L'ancien membre du gouvernement Christian Magnania a réagi au micro de Jean de Dieu Gomes et Jean-Pierre Moussouami. Emmanuel Issoze est parti aussi prématurément. Il nous laisse vraiment un vide au regard de la figure emblématique qu'il constituait. Un fils du pays, un fils de la République qui en avait encore à donner à notre cher pays. Nous perdons un ami, un frère, qui était pétri des grandes valeurs amicales et qui savait donner à chacun de nous de son affection, de son intérêt, de son temps, que ce soit sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. J'ai connu Emmanuel Issoze Ngonde au gouvernement, d'abord en 2008, sous l'ère Omar Bongo Ndimba, ensuite en tant que ministre, nommé en 2011 par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Nous étions impressionnés par le brillant parcours diplomatique de cet homme qui avait fait de lui finalement un fin négociateur avec une parfaite connaissance des acteurs et des partenaires au développement qui le lui ont particulièrement rendu en 2017. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. On se sépare bien sûr avec la sagesse africaine. Ce que désire ardemment le cœur,
met les jambes en route tôt le matin. À méditer. À 23h, en tout cas, Cabrel Guinel et Mamie vous présentera la dernière édition d'Information. Et puis, gardez vos positions. Après le journal, une petite pause. Et on se retrouve dans un autre décor, celui de l'édito qui, ce soir, rend hommage à un être cher, mais qui, malheureusement, trop souvent, n'est pas apprécié à sa juste valeur. À tout de suite. Ce message vous est apporté par la mairie de Libreville en partenariat avec l'UNICEF Gabon. La Covid-19 est une réalité. Protégeons-nous et nos familles en respectant les mesures barrières. Gardez une distance de 1 mètre. Lavez régulièrement les mains avec du savon. Évitez les déplacements inutiles. Toussez